On se barre. On se barre. On se barre. Bonjour, on se barre. Vous venez toujours avec moi ? Je suis Oriane, une journaliste qui se reconstruit un jour à la fois et qui a décidé de vous parler des violences conjugales à travers un podcast en plusieurs épisodes. Je suis donc aussi Shaina, Sonia, Aline, Karine, Nadine et toutes les autres qui n'ont plus le droit à la parole. Je ne veux pas qu'on oublie leurs prénoms. Elles doivent continuer à vivre d'une façon ou d'une autre. Elles ont cru à l'amour. Toutes les victimes de violences conjugales ne réussissent pas à partir. C'est dur de foutre le camp parce que le cerveau est comme anesthésié, plus capable de prendre les décisions qui s'imposent. Et souvent, les victimes sont isolées ou n'ont pas d'argent. Les victimes peuvent subir des violences psychologiques, physiques, sexuelles et économiques. Et il est important de rappeler que les victimes ne sont certainement pas coupables de ne pas savoir partir. Elles portent en elles beaucoup trop de souffrance, de culpabilité, et pas la capacité d'abandonner l'autre, car c'est bien le mot « abandon » qui résonne en elles. Cela m'amène donc, pour moi et pour vous, à questionner l'emprise. Attention, dans les violences conjugales, il n'y a pas systématiquement d'emprise, mais j'ai été la marionnette de l'autre, incapable de me barrer tout de suite. Je buvais ses paroles et je vivais au rythme de ses humeurs. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué malgré moi. Dans cet épisode, comme dans d'autres, je vais chercher à mieux comprendre ce phénomène. Comment devient-on le pantin de l'autre ? Et comment et pourquoi on y consent ? J'ai donc activé mon réseau et j'ai rencontré Samy. Voici sa présentation en quelques mots. Je suis Samy Nelvin, je suis psychanalyste et psychologue clinicien, ancien psychologue des aides aux victimes, coordinateur et adjoint à la direction du cabinet Espace Kéros, qui est un organisme pluridisciplinaire pour la santé humaine et la santé des entreprises. Et je suis basé à Limoges. J'ai décidé de l'interviewer par téléphone parce que j'ai aimé son franc-parler et les mots qu'il a su mettre sur mes mots. J'avais besoin de savoir ce qu'était l'emprise, comment elle s'installe et qui sont ceux qui la mettent en place. Voici notre échange. L'emprise, je pense qu'on peut on peut l'étudier sur au moins deux aspects. Je te proposais de l'aborder au plan déjà du système humain et de sa dynamique. Et donc, partant, on parle souvent de l'emprise comme un phénomène. C'est un phénomène de violence psychologique qui s'installe de manière progressive et qui est reconnaissable par la succession de 4 phases. En phase 1, souvent on parle d'escalade des tensions, où on a une accumulation des tensions et des insatisfactions au sein du couple. Une phase 2 avec une explosion de la violence, qui correspond à une décharge des tensions accumulées euh, et qui va donner lieu à des passages à l'acte, donc des violences physiques, verbales, qui donnent souvent suite à des violences psychologiques, mais ça on y viendra. En phase 3, la justification de l'auteur, qui va généralement être dans le déni de la gravité des faits, dans la justification par le recours à des facteurs externes et la projection de ces fautes sur la victime. Et enfin, une dernière phase, celle de la lune de miel, où on a un retour, une baisse des tensions et l'expression de regret de l'auteur et qui s'accompagne souvent de l'empathie de la victime pour l'auteur. Voilà. La succession, elle est répétitive. Donc souvent, ce n'est pas juste un cycle qui se produit, c'est la succession de la phase 1, 2, 3 et 4, et qui donne lieu à nouveau à une phase 1, une phase 2, une phase 3, une phase 4. Donc la succession répétitive de ces 4 phases, on retrouve séduction, violence, affection, aboutit généralement à un brouillage des repères subjectifs de la victime. Alors, l'emprise, au niveau de l'étymologie, l'étymologie elle est latine,
le vocable emprise pointe un double sens, celui de saisir et de prendre, donc emprendere, et celui d'entreprendre, emprendere. Autrement dit, c'est un vocable qui va désigner aussi bien le fait de posséder que le fait d'agir à dessein. Et cela traduit, en fin de compte, l'intention des personnalités manipulatrices. Alors, il y a un auteur qui s'est vachement intéressé à la question, qui s'appelle Roger Doré, pour qui la relation d'emprise est une forme défensive, une formation défensive. Il faut bien comprendre que l'auteur, il a besoin d'exercer une relation d'emprise sur quelqu'un parce qu'il présente une fragilité narcissique qui est liée à ce que Doré appelle une vulnérabilité à la rivalité mimétique, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre, et un manque, voire une absence d'empathie qui peut aller jusqu'au sadisme. La personne qui va exercer l'emprise cherche avant tout à se protéger narcissiquement, car ce sont des personnes qui cherchent avant tout à se protéger narcissiquement, parce que pour elles, il n'y a personne qui ne peut être mieux qu'elle. Personne ne peut se comparer à elle. Ce sont des personnes aussi qui cherchent à se protéger du manque relationnel, c'est-à-dire de la perte de l'être aimé, dans le cadre du couple, et matériel, car il est difficile pour ces personnes de gérer ce qui est perçu comme une attaque narcissique. C'est comme si on leur disait à ce moment-là qu'on les quitte, tu n'as pas de valeur. Bien évidemment, cela engendre de la souffrance. Et ça nous amène sur un dernier point que pointe Roger Doré, c'est la souffrance comme un impossible pour ces personnes, un impossible à gérer. Ça, c'est au plan du système humain, de sa dynamique, et dans les relations qu'il y a entre l'auteur et la victime. Si on essaie de définir l'emprise maintenant au plan structural et des composantes de ce système, donc au point de vue des interactants, on a des types de relations, une relation d'emprise. Donc, pour pouvoir l'aborder, on pourrait poser la question, mais au sein du couple, la violence s'exprime-t-elle toujours à sens unique? Est-ce que c'est toujours le même partenaire qui est violent? Et cette question nous emmène à distinguer deux formes de couples violents. On a les couples qui sont concernés par de la violence dite symétrique, c'est-à-dire une relation égalitaire, qui va être marquée par une forte rivalité entre les partenaires. Alors la violence, elle va apparaître comme une escalade symétrique où chacun cherche à avoir le dessus sur l'autre pour que le ou la dominée puisse avoir raison. Et ça sans jamais tenir compte des effets destructeurs de la violence sur le couple ou sur la famille. Et puis on a une autre forme de couple, un couple qui cette fois-ci est concerné par ce qu'on appelle des violences complémentaires. Cette violence complémentaire, elle est caractérisée par la position de supériorité, de domination de l'un des partenaires. L'autre, la victime, va adhérer à cette vision, donc à la vision de l'auteur, qui va la conduire à se considérer comme fautive et indigne de respect. Et ce couple fait de violences complémentaires se traduit par la prise de pouvoir de l'un des partenaires sur le couple et plus généralement sur la famille. Et c'est cette violence qui aboutit à des relations d'emprise. Donc, l'emprise psychologique suppose un rapport de domination de l'un des sujets sur l'autre, soit une relation de pouvoir de l'un sur les conduites et les décisions de l'autre, ce en vue de satisfaire ses propres intérêts. Aussi, l'emprise psychologique suppose également la disqualification de l'altérité de l'autre. On ramène l'autre à un statut d'objet qui est contrôlable, manipulable, au service finalement de sa jouissance personnelle. Pour cette raison, les auteurs de violences conjugales, dont les victimes sont considérées sous emprise, sont souvent qualifiés de pervers narcissiques. Néanmoins, il y a d'une part des personnalités perverses, et il y a d'autre part, donc qui ont des caractéristiques,
mais qui ne sont pas exclusives à ces personnes et qui peuvent être utilisées par d'autres personnes et donc qui vont avoir des comportements qu'on pourrait dire pervers, des conduites pervers, des traits pervers sans pour autant qu'ils soient pervers. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, en ce sens où on ne peut pas conclure que tous les auteurs de violences conjugales avec emprise sont des pervers. En revanche, peut-être qu'on peut dire, on se rapproche un peu plus de ce qui est juste en disant qu'ils utilisent abondamment des mécanismes issus de la perversion, tels que le déni, la disqualification de l'autre, l'objectalisation, fait de rendre l'autre comme un objet, le mépris, le contrôle et la manipulation. Est-ce qu'elle peut s'installer rapidement, en fait, au sein d'un couple ? Sur toutes ces questions du temps, ce sont toujours des questions qui sont très individuelles. Il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais si on part du postulat que l'auteur de l'emprise va chercher une victime qui va pouvoir correspondre à ce qu'il attend d'elle dans son positionnement, dans le rôle, on peut imaginer que très rapidement, ce mécanisme, ce phénomène se met en place. Donc oui, finalement, ça peut être... la personne peut se retrouver très vite, en quelques semaines, sous l'emprise de l'autre, en fait, si je comprends bien. Voire même en quelques jours. Jours. Que va-t-on chercher, en fin de compte, dans le couple qu'on va former avec cette personne-là ? Et d'ailleurs, vu de l'extérieur, souvent, ou parfois même, les personnes se présentent comme étant dans des couples fusionnels. Il y a aussi, et ça c'est important, les exactions que va commettre l'auteur à l'endroit de la victime. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui est à l'origine de l'emprise, c'est quelque chose qui est généré par l'auteur vis-à-vis de la victime, qui a créé une relation d'exclusivité, donc ce fameux couple fusionnel, qui est fait d'isolement social, de chantage affectif, de jalousie. Et cette situation d'exclusivité va couper la victime de son groupe d'appartenance, de ses systèmes de valeurs, de sa norme personnelle, de son libre arbitre et de sa capacité de jugement. Elle manque de confiance en elle. D'une certaine manière, elle manque d'estime d'elle-même, donc elle ne s'en remet pas à son propre jugement, ou en tout cas, il y a une fragilité à ce niveau qui va rendre possible justement le fait que l'auteur il puisse, par ailleurs, lui faire croire qu'il est celui qui est dépositaire des réponses. Mais ce qui est intéressant à entendre, c'est que je crois que ça se joue dans des fragilités de part et d'autre. Il y a quelque chose qui vient finalement faire couple dans une fragilité qui touche justement au rapport à soi, où l'un considère qu'il est supérieur aux autres et où l'autre doute tellement d'elle que peut-être que de manière en deçà, elle se considère comme inférieure à l'autre. Tous les mots de Samy résonnent en moi. Il parle de moi quand il explique l'emprise. Il parle du moi qui ne savait pas voir. Je comprends qu'il y a donc des failles narcissiques chez ces individus, et ils ont besoin de l'autre pour combler ce vide, au risque même sûrement d'être anéantis s'ils n'arrivent pas à leur fin. Il peut y avoir chez eux de la dépendance affective, une dépendance comme chez les accros à la drogue ou à l'alcool. La dépendance tient généralement plus de l'ordre de la haine que de l'amour. Dans la dépendance, on prend. Dans l'amour, on donne. Le cycle de la violence, pour l'avoir vécu, se répète sans cesse. Parfois, la lune de miel dure plus longtemps et on croit que c'est fini, que c'était juste un mauvais moment à passer, que si on les rassure, tout ira mieux. On trouve toujours de bonnes excuses, parce que c'est plus simple de se mentir que de regarder en face que c'est moche ce qui se passe. On serre les dents, et le cycle recommence de plus belle. La lune de miel est de plus en plus courte. Tout prend l'eau et on ne sait pas nager. On se débat, on boit la tasse encore et on suffoque avant de se noyer. J'ai été spectatrice et je le laissais me dire « Tu es à moi, ton corps m'appartient ». Ce que je retiens aussi, c'est quand même un vocabulaire de guerre avec la notion de domination. Mais dans l'amour, il n'y a pas de guerre. On n'est pas là pour devoir survivre, mais bien vivre. Finalement, je me dis que la lune de miel, c'était pour ne pas que je me barre, pour préserver sa fragilité narcissique. Peut-être qu'il m'aimait quand même un peu.
Je veux le croire parce que ça fait trop mal de se dire que j'étais rien de plus qu'une autre marionnette au service de sa fragilité narcissique. J'étais son objet, sa chose, sa bestiole, son scarabée et sa libellule, la future mère de ses enfants, la dernière femme de sa vie, son grand amour. Je n'étais que des mots et des concepts. Je n'avais pas ma place dans son cirque absurde et monstrueux. C'est simplement dur. Mais malgré tout, le show doit continuer, alors je remonte sur scène avec un maquillage qui a pourtant bien coulé. Et je vous offrirai mon plus beau spectacle. Je reste en quête de réponses pour me reconstruire, et j'y arriverai. On se barre. On se barre. On se barre.